pas dire que c'est une troupe. Alexandre déteste le mot troupe, en fait. Non, c'est pas une troupe. C'était une agglomération de personnes. Voilà. Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes une fois de plus en 2005, et après 1500 ans de représentations diverses et variées, le public découvre dans Kaamelott une toute nouvelle interprétation du bras droit magique du légendaire roi Arthur, Merlin. Merlin, enchanteur de Bretagne. C'est pour revenir sur son parcours au sein de la saga culte de Alexandre Astier que je suis allé à la rencontre de celui qui incarne l'enchanteur, Jacques Chambon. Avant de se lancer, n'oubliez pas que si vous appréciez cette nouvelle vidéo, la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Justement, bref, Jacques Chambon incarne Merlin depuis les toutes premières origines du projet, puisqu'il était déjà présent dans ce rôle en 2003 sur le court-métrage Dies Irae, le court-métrage qui a posé les bases du mythe arthurien revisité par Alexandre Astier. Mais sa toute première rencontre avec l'auteur remonte à bien plus loin. Oh que oui. Oh que oui, Alexandre, je le connais depuis très longtemps. Je l'ai connu. La première fois que j'ai vu Alexandre, il avait 14 ans, je pense, et il jouait de la contrebasse dans un spectacle dans lequel jouait mon frère, avec Joël, sa mère. Et c'était un spectacle voilà, où il y avait un petit orchestre de jazz. Et Alexandre, au départ, il a une formation de musicien. Il jouait de la contrebasse, et il jouait de la contrebasse dans ce spectacle, parce qu'il y avait ces musiciens. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. Ensuite, on s'est retrouvés quelques années plus tard. Il avait grandi et moi j'avais vieilli. Et on a travaillé un petit peu ensemble en théâtre d'entreprise, enfin de l'institutionnel pour gagner notre vie. On s'est bien entendu, à tel point qu'il m'a proposé de jouer dans la première pièce qu'il a écrite, qui s'appelait Pulp Fiction, qui était une comédie complètement barrée. C'était une comédie extrêmement délirante, complètement barjot, très très réussie et qui a vachement bien marché. On a joué ça pendant plus d'1 an, presque en permanence au Café Théâtre à Lyon. Et puis on jouait ensemble et on a vraiment développé une complicité voilà, qui m'a toujours beaucoup apporté en termes de plaisir et de complicité. Une vraie complicité, quoi. Et un jour, il m'appelle pour me dire, voilà, je tourne un court-métrage, est-ce que tu pourrais venir, un petit court-métrage, voilà, est-ce que tu peux venir pour jouer un rôle? Je dis, ouais, évidemment. Et je me suis retrouvé à jouer un Merlin dans un truc qui s'appelait Dies Irae, un court-métrage un peu barré, avec des chevaliers à table ronde qui ramènent un vase pourri en pensant qu'ils ont trouvé le Graal. Je me disais aussi, c'était un sacré coup de bol. Je dirais que je suis arrivé sur le plateau, je ne savais rien. Je dirais que je suis même pas sûr que j'avais un texte. Mais c'est toujours comme ça, hein, avec lui. Donc, et voilà, voilà comment ça s'est fait. En fait, quelques mois plus tard, je reçois un coup de fil d'Alex qui me dit, bah, en fait, ça a bien marché en festival. On m'a conseillé de l'adapter en format court pour la télé, en série, etc. Du coup, on va refaire un pilote. Est-ce que tu es OK? J'ai dit ouais. Puis ensuite, le pilote a été présenté à M6 qui a dit ouais, nous, ça nous intéresse. On va refaire des pilotes à notre format, avec notre production à nous. Du coup, Calt a pris le bébé en route et voilà, on a retourné les pilotes. Et puis finalement, M6 a dit OK, banco, et c'est comme ça que ça a démarré. Et lorsque la production de la série est enfin lancée, l'expérience est immédiatement grisante, même si d'ailleurs, tout n'est pas forcément simple au moment de ses premiers tournages. Ce projet qui était dans les tuyaux aboutissait à quelque chose de vraiment professionnel, même si on était dans des conditions de tournage qui étaient vraiment très 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 sommaires. Hein. Je veux dire, le studio, c'était une ancienne manufacture de je sais pas quoi, d'ailleurs, c'était une manufacture enfin, c'était des vieux bâtiments en briques, très peu aérés, donc quand ils faisaient la table ronde avec la cheminée, avec les brûleurs à gaz toute la journée, au bout d'un moment, tout le monde avait la tronche comme ça parce que c'était mal aéré. Ouais, c'était assez sommaire, on va dire. On n'était pas à Hollywood. Mais voilà, mais c'était formidable de se retrouver là avec cette espèce d'urgence permanente, parce que c'était une urgence pour tout le monde. On devait tourner beaucoup de minutes en peu de temps parce que les journées étaient comptées. Alexandre, lui, il fournissait les épisodes pratiquement en flux tendu. Voilà, c'est-à-dire que quelquefois, il allait écrire les épisodes il allait écrire les épisodes de l'après-midi pendant la pause déjeuner, quoi. C'était fou, quoi. D'ailleurs, il a joué avec sa santé. Je l'ai engueulé, mais voilà.
Pour la majeure partie de l'équipe, qui est originaire de Lyon, le tournage parisien de la série n'est pas forcément simple à gérer. Mais bien que Merlin soit l'un des personnages principaux, la situation est tout autre pour Jacques Chambon. C'est ce que je dis souvent, c'est très étonnant, mais ça surprend beaucoup les gens, mais Kaamelott, ça m'occupait 6 jours, 7 jours maximum par saison. Moi, la première saison, je me souviens, je voyais arriver les épisodes dans lesquels j'étais, tu sais, dans les prévisions de tournage, etc. Je voyais un épisode, un épisode, 2 épisodes, super, ouais, je vais dedans. Ouais, j'ai 10 jours, 12 jours, 15 jours de tournage, super, 20 jours, génial. Et puis en fait, les 20 épisodes, ils n'étaient pas sur 20 jours de tournage, ils étaient sur 2 jours de tournage, ou 3. J'ai dit, ah bon, bon, bah, tant pis, c'est déjà bien. Mais j'étais très naïf parce que j'avais pas l'expérience d'une série d'un personnage récurrent dans une série, voilà. Donc c'est pas vraiment un exil, hein. C'est-à-dire que j'allais passer 2 jours à Paris, je tournais pendant 2 jours, 15 jours plus tard je revenais pour une journée, 15 jours plus tard une autre journée. C'était pas du tout, j'ai pas quitté ma famille pendant des mois pour aller tourner Kaamelott, non. J'aurais bien aimé, non, j'aurais pas aimé quitter ma famille, mais j'aurais bien aimé être occupé pendant des mois sur le tournage, mais c'était pas le cas, c'était très cross-bordé, donc pendant 2 jours, on faisait toutes les scènes Labo Merlin, et ensuite toutes ces scènes de Labo Merlin, elles étaient dispatchées dans tous les épisodes où il y avait Merlin dans son labo, quoi, voilà. Donc par contre, ça faisait des journées où on enquillait des séquences dont on savait pas où elles se situaient dans un épisode, parce qu'on n'avait que la séquence et pas l'épisode complet, donc d'où l'intérêt de jouer la situation et pas d'imaginer une psychologie à long terme au personnage. Vraiment, oui. Du coup, voilà. Pendant 2 jours, j'étais dans le labo Merlin, enquiller les séquences. Puis ensuite, une journée en salle du trône. Et puis ensuite, une journée ici, une journée là. Et puis, c'était basta, quoi. Et puis, Merlin, il était là dans 25 épisodes sans que j'ai vu passer le truc, quoi. Mais, Le Merlin que l'on rencontre dans Kaamelott s'éloigne des représentations classiques que l'on se fait du personnage jusque-là. Pour autant, cette approche, aussi originale qu'elle soit, n'est pas forcément expliquée ou présentée en amont à l'acteur. Ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si? Bah, entre enchanteurs, c'est comme ça qu'on fait. Donc non, il m'a pas été présenté. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que en fait, Alexandre, il écrit les personnages en pensant aux acteurs qui vont le jouer. Donc il n'y a même pas besoin de faire les présentations, puisque mon personnage de Merlin, il me ressemble énormément. Enfin, il est extrêmement naturel pour moi de l'interpréter, parce que c'est vraiment mon jumeau, quoi, vraiment. Ah bah oui, exactement. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai que je sais pas raconter des histoires drôles. Improviser des blagues? Vous êtes fort, ça, vous? Zéro, une vraie bille, je plombe l'ambiance en 30 secondes. Le jour du corbeau, c'est pas des conneries, c'est que je suis nul en histoire drôle. J'oublie la chute, je suis nul, et quand en plus il n'y a pas d'alcool, je m'emmerde le plus souvent. Donc en un épisode, il a déjà dressé quasiment un portrait assez fidèle de ce que je peux être dans la vraie vie, quoi. Oh bah d'accord, commencez par là, c'est pour ça que vous voulez pas y aller. Ah bah c'est surtout pour ça. Et en plus, il n'y a pas d'alcool. Mais moi, j'ai pris des fous rires. C'est-à-dire que je suis très rieur, moi. C'est un gros problème, c'est que je suis très, très rieur. Et il y a des trucs qui ont été assez difficiles à tourner, quand même. C'est-à-dire que l'histoire des crevettes dans le nez pour éviter c'était quand même assez chaud, quoi. Il y a eu des trucs assez chauds. Ouais. Vous avez pris des crevettes grises ou des crevettes roses? D'ailleurs, il y a très franchement, je devrais pas le dire, mais il y a des épisodes, quelques très rares séquences dans les épisodes où je suis à la limite, on voit que ça frise. Des gens qui me connaissent peuvent le vérifier. Les années passent, et avec le succès, Kaamelott se permet d'évoluer, et alors que la très ambitieuse saison 5 arrive, tout change. De nombreux nouveaux personnages font leur apparition, et le vernis de la comédie se craquelle régulièrement pour laisser apparaître un ton plus sérieux qui va surprendre certains spectateurs, mais auquel adhère totalement Jacques Chambon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce virage-là. Alors, il a laissé des spectateurs en route, hein. Il y a des gens qui n'ont pas adhéré parce que ouais, c'est moins marrant, c'est moins la déconne, c'est moins comédie. Moi, j'ai trouvé que ça perdait peut-être effectivement en vanne, ce que ça gagnait en profondeur, et je trouvais que justement, c'était... Parce que justement, pour moi, la comédie, il ne peut pas y avoir de comédie sans tragédie, il ne peut pas y avoir de tragédie sans comédie. Rire de choses qui sont déjà drôles en soi, pour moi, c'est un pléonasme, c'est du stabilo boss. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de rire de choses qui sont pas drôles, pour les conjurer en quelque sorte.
En fait, je crois qu'avec Kaamelott, les gens, ils ont développé des liens comme avec une famille, ou voilà, avec les personnages, avec Merlin, avec Caradoc, avec Perceval, et voilà. Et ce changement de ton, de tonalité, et puis cette arrivée de comédiens très connus, très identifiés, a peut-être modifié un petit peu le rapport familier qu'ils avaient avec la série, l'a peut-être mise un peu plus à distance. C'est comme ça que je peux expliquer les choses, mais voilà, mais j'ai trouvé ça vachement bien de prendre ce virage-là, quoi. Je trouve que moi, voilà, c'est les saisons que je préfère, en fait. Ce virage amorcé, qui d'ailleurs sur le long terme va permettre d'arriver jusqu'au long métrage cinéma, eh bien il va se poursuivre dans la 6e et toute dernière saison, qui revient sur les origines de Kaamelott, et dans laquelle Merlin apparaît rajeuni, mais surtout beaucoup plus attentif à la destinée de Arthur. Il n'y a pas besoin de se dire « Ah là là, attention, on change tout ». En fait, le personnage reste le même, c'est les situations qui diffèrent. Et là, peut-être justement, c'est dans cet épisode-là que la dimension de mentor, en tout cas de Merlin prend une fonction un peu moins bouffonne que, voilà, il est un peu moins bouffon, c'est un peu moins le naze, c'est un peu plus justement le mec qui veille sur Arthur. Il suffirait que vous vous donniez un bon coup de pied au fion et vous reprendriez du poil de la bête, mais non. Un peu revêche, mais n'empêche que voilà, il est là et qu'il est là pour garantir l'intégrité de l'évolution d'Arthur, je trouve. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. En 2019, 10 ans après la fin de la série, Jacques Chambon retrouve enfin son Merlin à l'occasion du tournage de Kaamelott premier volet, le premier film cinéma issu de la saga. Et 10 ans plus tard, rien n'a vraiment changé pour le comédien. Je sais que j'ai participé à une machine dont je n'ai absolument aucune vision globale. J'ai posé les petits trucs qu'on m'a demandé de poser dans cet énorme chantier. Finalement, la méthode de travail n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de la série. Alors, c'était venu poser pas du tout, non. Assez peu de délégations. Ouais, non, mais c'est comme ça que c'est bien. C'est vraiment l'œuvre de quelqu'un. Et si rien n'a changé pour Jacques Chambon, rien n'a vraiment changé non plus pour Merlin, dont les capacités magiques sont encore et toujours remises en question. Le problème de Merlin, c'est pas un problème de compétence. Je tiens à le répéter. Merlin, il a des vraies capacités, sauf que il est mal employé. Enfin, elles sont mal employées parce qu'il est dans un univers qui n'est pas le sien, qui n'est pas l'univers de la... C'est un panthéiste. Merlin, c'est quelqu'un qui est en communion avec la nature, pour qui la nature est une matrice dans laquelle les hommes évoluent. Or, on lui demande de faire des trucs utilitaires, et ça n'intéresse pas. Et l'autre aspect de Merlin qui me paraît très important, et c'est qu'il ne faut pas oublier que Merlin, c'est dans la légende de la table ronde, hein, c'est le mentor politique aussi d'Arthur. Si Arthur est un monarque éclairé, entre guillemets, un monarque qui est un petit peu qui sort de l'ère sombre du profond Moyen-Âge, c'est par Merlin. Et alors cette dimension, elle est peut-être pas très très présente dans la série, mais il faut pas l'oublier quand même. Et donc je me dis que Merlin n'a sans doute pas dit son dernier mot en termes d'influence et de capacité à influencer l'histoire, entre guillemets. Et si vous aussi, vous n'avez aucun doute sur le fait que les pouvoirs magiques de Merlin finiront par embraser l'écran dans Kaamelott deuxième volet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais aussi à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, commenter, partager, vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et d'ici là, je vous dis à tous un très grand merci, un merci d'ailleurs tout particulier à ceux qui depuis peu soutiennent l'avenir de la chaîne sur Tipeee, et à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos.